Un ancien trafiquant, entendu en commission parlementaire, livre un témoignage glaçant sur le narcotrafic, les jeunes happés par les réseaux, la violence et la corruption qui permet au système de prospérer. Un récit brut, dérangeant, parfois choquant, mais qui pose une question simple. L'État a-t-il encore les moyens de reprendre le contrôle ? Abonnez-vous, likez, partagez et activez la cloche de notification pour soutenir Hémicycle Média. Je le jure. C'est fait. Merci donc de cette présence. 18 ans que j'ai tout arrêté. Le jour où je suis sorti de prison de Corse, j'ai tout arrêté. Par contre, malheureusement, j'ai presque 60 ans de banditisme. J'ai commencé, j'avais 8 ans. Et à la Belle de Mai, voilà. Et pourquoi j'ai commencé? Parce que c'était comme ça, on était 35 dans la classe et il y en a 30 qui ont été en prison. Voilà. Chez nous, il y avait ou les communistes ou les voyous. Et des fois, les communistes, ils étaient un peu voyous aussi. Donc, on ne sait pas faire autre chose, voilà. Alors, donc, j'ai arrêté il y a 18 ans. Et aujourd'hui, j'ai accepté de venir à votre commission, là. Parce que j'aurais pu refuser un certificat médical, n'importe quoi. Mais j'ai accepté avec plaisir. D'ailleurs, voilà. Parce que je m'aperçois que l'avenir est sombre, vous voyez. On est très mal en Europe. On va mal finir, ça va mal finir. Ça va très mal finir même. Et je vais vous dire pourquoi. Premièrement, on nous a accusés à nous de tous les péchés d'Israël avec l'héroïne qui partait aux États-Unis. C'est vrai qu'on n'est pas des anges, c'est vrai qu'on faisait des choses pas bien, que c'était sale. C'était la French Connection. Hein. Moi, je suis le dernier de la French Connection. C'est pas moi qui le dis, c'est les Américains. Hein. Les journalistes américains ils m'appellent, ils me disent « Vous êtes le dernier. » Les Canadiens, tout ça. Bon. Donc, je vous parle de l'avenir, moi. Au Liban, il y a des laboratoires. C'est le Hezbollah qui les a. Le Hezbollah, ils font du Captagon. Au départ, c'était pour les émirs, pour la fête, pour les danseuses, vous voyez. Là, ils ont accéléré, ils ont drogué tout Israël. Hein, parce qu'en Israël, ça tape à tout va, les jeunes, ils se droguent tous. Hein. Bon, pas tous, mais je caricature, mais il y a beaucoup de drogues qui circulent, du Captagon. Hein. Et ça va venir à Marseille, ça va venir en Europe. C'est déjà en Hollande, c'est déjà en Belgique. Il y en a pas mal ici à Paris. Et à Marseille, ça commence. Bon. Et quand ça arrive à Marseille, croyez-moi, les gens à Marseille, ils sont excessifs, vous voyez. Quand un type de Paris reçoit 10 000 pilules, eh bien à Marseille, nous, on en reçoit 50 000. Vous n'avez qu'à voir le hashish. On vend plus, nous, de hashish à Marseille qu'à Paris. Pourtant, la population, elle est pas en rapport. Voilà. Donc, là, il va venir ce Captagon. C'est fait. Il y a autre chose qui va se passer. Il y a la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, alors, il rentre des armes à tout va, l'Occident, il envoie des armes, tout ça et tout. Tous les voyous, sans exception, ils attendent que les Roumains leur livrent des armes à tout va. Vous allez avoir, parce que la Kalachnikov, il faut connaître les armes. Hein. La Kalachnikov, c'est une arme, c'est comme un arc avec des flèches. C'est une arme bidon. Vous tirez là, ça va là. C'est pas une bonne arme. Mais là, vous allez avoir des armes sophistiquées qui vont rentrer. Ça va rentrer, c'est frontalier avec la Roumanie, ça va rentrer comme dans du beurre. Les pays comme la Belgique. La Belgique, c'est un grand pays exportateur d'armes illicites. Nous, les Marseillais, on va aller en Belgique chercher ces armes. Il va y avoir des lance-roquettes. Je vous jure que un lance-roquette, vous savez ce que c'est? C'est pas une Kalachnikov, je vous le dis. Il passe un fourgon blindé et croyez-moi, ça fait mal. Voilà. Donc, entre le Captagon et les armes, l'avenir est sombre. Alors je vous le dis,
tout net. Je ne sais pas comment on va s'en sortir, parce que moi, je fais... Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi je suis bandit, je suis voyou, j'étais... Mais je ne suis pas n'importe quoi. Je ne veux pas que mon pays devienne anarchique. Si demain il y a une guerre, je prends les armes pour la France. C'est bizarre ce que je vous dis, mais c'est comme ça. C'est comme ça, voilà. Là, je suis. Voilà. Et voilà. Donc, j'ai peur de l'avenir. Comme vous. Comme vous. Voilà. Maintenant, les remèdes, je n'en vois pas. Je n'en vois pas de remède à court terme. C'est bon. Alors, à long terme, on peut rétablir il y a peut-être des petites solutions, vous voyez. Voilà. Si vous voulez que je vous donne mon idée, mes idées, mais c'est que moi qui vous parle. Moi, voilà. Moi, je préconise le modèle américain. En Amérique, le mec il tombe, on lui dit voilà, c'est simple. C'est ou 5 ans ou 30 ans. Ah, pardon. Il ne faut pas toucher le bouton en fait. Ah bon, d'accord, ça m'arrange mieux. Bon. Et il va falloir que tu nous dises, en garde à vue, qui est-ce tes employeurs, tes amis, où c'est que tu as pris cet argent, de quelle manière tu l'as touché, enfin toutes les questions qu'un juge d'instruction ou la police sait faire ça. Voilà. Donc il faut ça. Après il y a la jeunesse. La jeunesse, très important la jeunesse. Les jeunes de 15, 16 ans, 17 ans. Ceux-là, c'est les plus dangereux. Je vous le dis, ils sont très dangereux. J'ai fait un reportage à la Belle de Mai, là, sur TF1. J'étais effrayé, hein, je vous le dis de suite. Hein, même moi, sur 20, je leur ai parlé à une vingtaine, là. D'ailleurs, le producteur, c'est un Corse, il m'a dit, c'est merveilleux ce que tu as fait, Milou. Sur 20, il y en a 2 qui sont morts déjà. Ils se sont fait tuer. Donc, les jeunes, voilà ce que je dis. Quand il tombe un jeune, quand il va en prison pour la première fois, il faut lui dire, voilà, tu vas prendre 5-6 ans et tu vas les faire. Il n'y a pas de grâce, il n'y a rien. Le jeune, il croit qu'il va faire 3 mois et qu'il va sortir. Vous voyez? Donc, quelque part, il continuera. Parce que lui, 3 mois de prison, il sort, c'est un héros. Il va dire, moi, je n'ai pas parlé à la police, moi, 3 mois, voilà. Non, il se crée une image, ce mec. Donc, il faut lui dire, on va te donner, tu vas prendre 5 ans, on va te donner des livres, on va te donner une quinzaine de livres. Les livres faciles à lire, hein. Victor Hugo, Marcel Pagnol, voilà, Jules Verne, n'importe qui, Pierre Loti, là, voilà. Des livres que vous lisez même en diagonale, c'est bon. On va te donner une quinzaine de livres et on va t'interroger au bout de 3 mois, au hasard, tu vas nous dire, ce livre, tu vas nous le raconter. Le mec, on l'oblige à lire. Si on l'oblige à lire, il se cultive. Et s'il se cultive, il est moins violent, il est moins fou. Il est vous voyez, il y a ces petits trucs qu'il faut faire avec les jeunes. Il faut les éduquer. Il faut leur faire comprendre que c'est pas ça la vie. Parce qu'ils ne connaissent pas autre chose. La vie, il faut les mettre à côté de ça. Il y a des solutions, vous voyez. Après, il faut leur dire ce que je vous ai dit avant. Si toutefois tu te mets pas à table, mon petit, si tu balances pas, eh ben, tu vas prendre 5 ans. Donc il faut balancer. La méthode américaine, vous voyez. Puis après, il y a l'infiltration.
L'infiltration, alors c'est autre chose, vous voyez. L'infiltration, je pense que la police, je ne veux pas critiquer la police parce que bon, je suis mal placé parce que j'ai fait 17 ans de prison, moi. J'ai pris 20 et quelques années, mais j'ai eu des grâces, bon, mais j'ai effectué 17 ans plein, moi. Mais la police, elle n'est pas, disons, d'après moi, elle s'est fonctionnalisée, vous voyez. La police d'avant était beaucoup plus accrocheuse. Je ne fais pas du passéisme, là. Je connais la police d'aujourd'hui, je connais la police d'avant. Hein. Donc, je vous dis, le policier d'avant, de l'époque, il passait la nuit, il ne calculait pas les heures supplémentaires. Aujourd'hui, un policier, il arrive dans un commissariat ou il lit son journal, il boit son café. Et moi, la dernière fois qu'ils m'ont levé, là, les policiers, je les regardais, je disais, mais c'est d'où ils sortent? Du club Méditerranée ou c'est des gentils membres ou c'est que toi? Ils ne font plus peur, les policiers. Et alors, j'étais en voiture, j'avais des gadènes derrière, ils me disaient, tu vois, Milou? Parce que moi, ils me prennent pour un... Je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils rêvent, ils me croyaient que je suis un pareil, vous voyez. En vérité, je ne suis rien du tout, hein, je vous le dis. Hein. Bon, et tu vois Milou, alors lui, il vend la drogue, hein, et lui, alors lui, on va le lever, mais on ne le lève pas encore, parce que on a trop de travail, tout ça et tout. Le policier d'aujourd'hui, il est fonctionnalisé, comme je vous ai dit. Enfin, pas tous, mais quand je les vois à la télé, les syndicats, pas les syndicats, oh là là, j'ai dit... Change de chaîne à la 16, là, allez, au revoir. Vous voyez, j'en peux plus. Parce que moi, j'ai mis les mains dans la cambouille, je connais. C'est-à-dire, là, je vous parle, moi, mais je connais toute la chaîne. De petit voleur, je suis venu grand trafiquant. J'ai même été arrêté avec les Palermitains, moi. Ça va, quoi. Hein, pas pour faire un titre de gloire, mais... Le juge Michel qui m'a arrêté avec le Palermitains. Bon, voilà. Alors, après, qu'est-ce que vous voulez savoir? Vous avez indiqué qu'une des méthodes, c'était une sorte de transaction entre le policier, le parquet, la justice et le mis en cause. Si on décide d'améliorer ce système-là, ça veut dire aussi la mise en place d'une véritable protection des personnes qui reconnaissent les faits et qui ensuite donnent tout un réseau. Quelle est votre opinion sur ce sujet-là? Est-ce qu'aujourd'hui en France, lorsque ça se passe, ça se produit, le système de protection est suffisant? Est-ce que dans le milieu, on considère que c'est une protection suffisante? Mais vous n'avez pas besoin de prendre ce système-là. Vous prenez un système où vous avez les mêmes résultats par le mis en cause. Et vous lui dictez des déclarations comme quoi il n'a pas parlé. C'est-à-dire un PV, c'est-à-dire que moi, voilà, je suis arrêté. Je vous dis tout. Je vous dis mes complices, je vous dis où j'ai pris l'argent, je vous dis même de la manière comment je faisais rentrer la drogue et comment je la vendais et tout. Donc vous savez tout. Mais vous allez me dicter une déclaration. Il n'a pas parlé, c'est un têtu, c'est un type qui ne s'est pas mis à table, et il n'a pas voulu balancer ses complices. En fait, pour le banditisme, je suis clean. Pas besoin de protection, là. Mes collègues, quand je vais sortir, mes associés, ils vont dire « Bravo Milou, tu n'as pas parlé. » Mais en vérité, j'ai tout balancé. Vous voyez? Oui, mais si vous prenez 5 ans alors que vous en risquez 30, ça laisse il faut une peine intermédiaire. Une suspicion. Il faut une peine intermédiaire. Bon, vous trouverez toujours une excuse pour que le mec, les autres ils ont pris 14, vous en prenez 6, et vous mettez une note comme quoi au bout de 3 ans il a une conditionnelle. Ça va, quoi. Il peut s'en sortir avec... voilà. Je l'ai vu ça, hein, c'est pour ça. Par exemple, Scapula, je ne sais pas si vous vous rappelez de Scapula, il avait balancé le meurtre du juge Michel.
sur les premiers, sur sa première déclaration, il est tombé avec le Belge. Je vous le dis. Ben lui, il avait dit, on m'a arrêté 2 heures avant que la loi le passe de 5 à 10. Donc, il avait dit ça, quoi. C'est la police qui lui avait dicté, qui a balancé, donc, la première fois qu'il a balancé, hein, parce qu'il a toujours balancé, lui. Bon. Et donc, de 5 à 10. Alors, il a pris que 5 ans. Et quand il est sorti, il a été accueilli à bras ouverts par tout le milieu marseillais. Il dit, oh, tu as eu de la chance, hein, Francis, hein, tu as pris que 5 ans. Hein. Mais en vérité, il avait balancé, c'est la police qui avait dit. Il y a toujours un moyen, vous voyez, de sauver. Et même si vous mettez la suspicion, si le milieu qui est parano, le milieu est parano, hein, dit mais peut-être qu'il a balancé parce qu'il n'a pas pris cher et tout, on ne peut pas le tuer le mec parce qu'il y a le doute. Vous assassinez pas un type que vous n'êtes pas certain qu'il a balancé. Sinon vous êtes une crapule, vous êtes pas un brave homme. Vous voyez? Enfin, je parle avec mes mots, excusez-moi. Excusez-moi. Deuxième question. Oui. On trafique la drogue parce que on en tire un bénéfice, on en tire un profit. Oui. C'est ça l'objectif. Ah oui, bon. Oui. Ouais, et on sait que cette drogue ensuite, elle va être vendue à des consommateurs et que les consommateurs vont la payer en petites coupures, en argent liquide. On ne paye pas la drogue avec sa carte bleue et on ne la paye pas non plus par chèque. Non. Et la Commission travaille sur une question simple. Grosso modo, en France, on estime entre 4 et 6 milliards d'euros le produit du trafic de drogue. C'est donc 4 ou 6 milliards d'euros d'argent en espèces. Et d'argent en espèces en petites coupures. Ce n'est pas des coupures de 500 euros, c'est des petites coupures. Comment est-ce que vous expliquez que l'on ne parvienne pas mieux à lutter et à comprendre ces systèmes de blanchiment alors que les masses sont considérables et que ce sont des petites coupures? Des petites coupures, qu'est-ce que vous entendez quoi par petites coupures? 20 euros, 50 euros? Oui, quand vous achetez de la drogue, souvent vous l'achetez pour 20 euros, pour 50 euros. Oui. La consommation personnelle, c'est ça. Alors il y a des exceptions, évidemment, mais la plupart des consommateurs achètent pour des sommes qui sont entre guillemets des petites sommes et payent en petites coupures. Oui, je comprends très bien. Bien, moi je vous dis un truc. S'il n'y avait pas de consommateurs, il n'y aurait pas de trafiquants. Je vous le dis tout net. Parce que ça commence à bien faire de dire le trafiquant. Moi, si j'ai un bar et qu'il n'y a personne qui boit, je tire le rideau. Si j'ai un tabac et que personne ne m'achète une cigarette, je tire le rideau. Et moi, si je suis dealer et que personne ne m'achète ma drogue, alors en plus, je vois les gens, le vendredi soir, ils vont dans les cités, des couples, de bobos, de gens bien, vous voyez, ils se font traiter de tous les noms, ils sont avilis, on leur dit les pires horreurs à ces gens-là. Parce que on sait que le vendredi d'après, ils reviendront. Pourquoi ils viennent le vendredi? Pourquoi ils viennent le samedi? Ou des fois le jeudi soir? Une consommation régulière, vous voyez? Parce qu'ils font des nuits, ce qu'on appelle des nuits blanches, vous voyez, la cocaïne. C'est un produit qui est à la fois festif, on appelle ça, en Italie, on appelle ça le champagne de la drogue. C'est le contraire de l'héroïne, hein, je vous le dis de suite. Vous voyez? Et donc c'est festif, la cocaïne. Et donc les gens, ils se font le délire. Et puis en plus, à 3 heures du matin, vous et moi, quand on a bien mangé, bien bu, on va se coucher. On a sommeil. Mais avec la cocaïne, vous n'avez pas sommeil. À 8 heures du matin, vous allez manger les huîtres sur le vieux port et vous faites after, ce qu'on appelle. De mon temps, ça n'existait pas after, hein, je vous le dis de suite. Hein. Voilà. Donc, il y a ça, le consommateur. Maintenant, pour répondre à votre question, l'argent. Les trafiquants de drogue d'aujourd'hui, ils dépensent énormément. Ils jettent l'argent par les fenêtres, en liquide. À Marseille, on aime le liquide, nous. En boîte de nuit, par exemple, je connais des boîtes de nuit où j'ai vu des gens dépenser 30 000 euros dans la nuit.
voyez, en liquide. Vous voyez, le liquide, c'est facile à véhiculer, à noyer, vous voyez. Vous avez... Pourquoi? Parce que vous allez voir un garagiste, vous achetez une Porsche Cayenne, vous dites, voilà, combien elle vaut, 100 000 euros, 80 000 euros? J'ai que du liquide. À Marseille, on vous dira, t'inquiète pas, je vais m'arranger. Vous avez votre vision carrée de la chose, mais nous, on a cette façon de... On est dans une vie, là. Mais pardon, dans un exemple de cette nature, c'est quoi l'arrangement? L'arrangement, c'est un arrangement que le mec, il vend une Porsche Cayenne et se gagne ses 3 000 euros et il a l'impression d'avoir fait le bien. Parce que... Non mais, pour être clair, on va remettre 80 000 euros au vendeur en liquide? Oui. 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 Pourquoi pas? Le mec, après, il les lave comme il veut. Mais moi, par exemple, si demain vous me donnez 10 millions mais d'euros... vous savez que le paiement liquide en France est limité. Je sais. Et alors pourquoi ça ne fonctionne pas? Ça ne fonctionnera jamais. Ça ne fonctionnera jamais. Vous connaissez un antiquaire qui paye avec les cartes? Non, mais ce que je sais, c'est que quand vous achetez une Porsche et que vous êtes une entreprise qui vend des Porsche, non, et vous avez une comptabilité. Et que la Porsche, vous l'avez achetée, ça apparaît dans la comptabilité aux entrées, et quand ça ressort, on va vérifier comment ça a été payé, et s'il n'y a pas un chèque, et si ça passe pas par une banque, ça pose quand même un problème. Ça, c'est la loi, ça. Oui. Vous êtes en train de me raconter la loi. Oui, parce que dans cette maison, on la fabrique un peu, donc on peut avoir des déceptions parfois. Hein, oui, voilà. J'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Mais enfin, incident de parcours. Non, mais ce qu'on veut, c'est comprendre cette mécanique de blanchiment. Parce que vous nous dites avec certitude, sur des voitures, où ça peut être vrai aussi sur des bijoux, ça peut être vrai sur des tas de choses, il y a une loi qui prévoit qu'on ne peut pas payer pour plus de 1 000 euros en espèces. On s'en affranchit, c'est-à-dire qu'on achète une voiture en espèces à une entreprise qui a pignon sur rue, qui est inscrite au registre du commerce. Ce qu'on voudrait comprendre, c'est cette mécanique qui permet ensuite de blanchir le système et de faire en sorte que finalement, ces 80 000 euros et cette Porsche, elles sont réglées avec du trafic d'argent. Vous savez, à Marseille, quand on pose une question, il y a une belle question qu'on pose souvent à Marseille. Est-ce que tu as un bon comptable? Est-ce que tu as un bon comptable? Alors, si on a un bon comptable, on lui donne l'argent et lui, il se débrouille. Et croyez-moi, nous, on n'est pas habilité, on n'est pas, c'est sûr. Mais lui, il se débrouillera toujours pour laver cet argent. Par exemple, moi, si vous me donnez, demain, je fais un trafic, allez, en cas de figure, je fais un trafic, je gagne 10 millions d'euros, mais on me paye en liquide. Le trafic, c'est du liquide, hein, on ne me paye pas, comme vous dites. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me fais des fiches de paye à 9 000 euros. Hein, ça fait 100 000 euros par an. Après, quand je vais voir des gens, des proches, parce que souvent ça se passe avec les proches, les cousins, les proches. Par exemple, je ne vais pas dire du mal d'une race en particulier, mais chez les Arabes, les Maghrébins, c'est des grandes familles, vous voyez. Alors dans une grande famille, vous avez 8-10 enfants, vous avez 50 cousins et cousines, vous voyez. Et là, vous fondez une société, vous leur mettez des fiches de paye à 5 000 euros, bidon, hein, c'est bidon, ils ne gagnent pas 5 000 euros, c'est vous qui... Voilà. Et donc, vous lavez cet argent, vous le lavez et vous lavez. Après, ils ont un système, où ils paient, les sous qu'ils encaissent ici, ils les payent à un Marocain, un vieux Marocain, un Chibani. Le Marocain l'encaisse et l'argent, il est redistribué. C'est pas cet argent-là, c'est un autre argent qui est redistribué au Maroc. Vous voyez? Lui, il encaisse cet argent. Ben voilà.
Voilà. Et il est redistribué au Maroc. Voilà. Ils ont ce système-là, les Marocains, beaucoup. Là, il y a des sommes gigantesques, des sommes phénoménales. Parce que, voilà. Laver l'argent, je vous dis, donnez-moi 10 millions d'euros et vous inquiétez pas, vous revenez 2 mois après, ils sont clairs, ils sont clean. Parce que nous, si on a un bon comptable, si on a un bon homme d'affaires, lui, il va se gaver. Il va se gaver sur nous, mais il va trouver la solution. Vous avez parlé tout à l'heure de la French Connection, et le produit qui a été constaté dans le cadre des enquêtes, il a été confisqué pour l'essentiel. Le produit, c'est-à-dire... Le produit du trafic de drogue dans le cadre de la French Connection. L'argent? Oui. Si peu, pas beaucoup. Pas beaucoup. Il n'y avait pas encore le système d'aujourd'hui, vous voyez. Puis... on payait encore beaucoup en espèces. On payait encore en espèces à l'époque, oui. Et puis, il faut savoir que j'entends parler dans la French Connection comme si c'était Lucky Luciano, Santo Trafficante, tous ces gens-là. Mais nous, la French Connection, vous savez qui c'était, la French Connection? C'était des anciens navigateurs qui naviguaient aux messageries maritimes. Ils ont commencé à trafiquer au Vietnam. Au Vietnam, ils ont vendu la drogue avec l'accord tacite, toléré du gouvernement français. C'est beaucoup des Corses. Hein. Je sais quelque chose, je suis de mère corse. Et je suis de famille corse et j'ai grandi avec les Corses. Donc, ils ont vendu la drogue au Viet Cong. Et quand ils sont rentrés en France, qu'il y a eu l'indépendance de l'Indochine, ils se sont mis dans les cigarettes. D'où le combinat et tout ça. Et après, les cigarettes, comme ça, c'était volumineux, ça rapportait moins. Il est arrivé un mec, un seul, un chimiste, et il a dit, les gars, voilà, on va fondre la marchandise. Opium, morphine base, héroïne. Et là, il est sorti la marchandise, la fleur des petits pois, c'est-à-dire la meilleure marchandise du monde, l'héroïne à 98%. Ce personnage-là l'a appris à tout le monde, mais les mecs de la French Connection, c'était toujours des navigateurs à la retraite. C'était pas du grand banditisme, comme les journalistes ils ont voulu le faire voir. Moi, je les ai tous connus. C'était des mecs. Vous voyez, c'était des trafiquants. Un trafiquant, c'est pas un voyou. Et ils se sont vraiment enrichis? Non. Non, ils ne se sont pas enrichis. Non, 5%. 5%. 5-8%. Et ils ne sont pas corses, ils sont d'origine italienne. Ils se sont enrichis. Et ils ont même navigué. Aujourd'hui, leurs petits-enfants, ils sont notables. Et les autres? Les autres, ils ont flambé, ils ont perdu leur commerce, ils ont perdu dans les casinos. Il y en avait un que j'ai connu, il allait au Carlton, au Martinez à Cannes, il payait à l'année. Vous voyez, et il payait en liquide, hein, à l'année. Il signait et il disait, voilà, combien ça fait, voilà, à la fin de l'année, il payait 50, 60 millions d'anciens francs. Vous voyez, c'était des navigateurs, c'était des bambochards, c'était des gens bizarres. Croyez-moi, j'en ai vu, j'étais en prison avec eux en 1974, je marchais dans la cour avec eux. Bon, moi j'étais tombé pour autre chose, hein. Mais je leur disais, mais toi, au moins quand tu sors, tu as de quoi? Ils me disaient, t'es fou, j'ai plus un franc, on m'a tout pris. Parce que la police, la justice, ils ont quand même pris l'argent, hein, les comptes, tout ça et tout. Mais il y en a 5 à 8% qui, eux, ils ont acheté des... Enfin, ça y est, ça va. Ils sont bien. À l'abri. J'avais une question avant que Marie-Arlette Carlotti n'enchaîne. Votre inquiétude du début de votre propos, vous dites je suis inquiet pour mon pays, mais on observe et on nous dit, les auditions le démontrent, qu'il y a des phénomènes nouveaux, c'est-à-dire plus de corruption, une jeunesse un peu perdue,
contre le code moral d'une génération un peu perdu, précédente. Bravo, un peu perdu. De la violence maximale, mais quand même, à l'époque où vous avez été dans le trafic, il n'y avait pas quand même que des enfants de cœur. Vous disiez, j'étais dans une classe, il y en a 30 sur 35 qui ont fini en prison. Est-ce que on se fait pas un peu peur aussi, ou est-ce que vous avez des éléments très objectifs qui vous font dire que ça a radicalement changé? Mais moi, je suis effrayé aujourd'hui, mais complètement effrayé. Moi, je suis né voyou, je mourrai voyou. Vous voyez, aujourd'hui, je ne commettrai jamais plus rien d'illicite, hein, je vous le dis de suite, mais de ma mentalité, de mon fond, je suis voyou. C'est-à-dire, je suis quelqu'un qui a grandi comme ça. Je ne peux pas dire demain, ça serait hypocrite de ma part, vous voyez. Voilà, c'est comme un communiste qui a applaudi Staline, tant pis pour lui, mais il a tort, mais il est communiste, il va mourir communiste. Voilà. Donc, ce que je dis moi, c'est que nous avions des codes. Nous étions 10 000, un cas de figure, hein, au hasard. Eux, ils sont 100 000. Et nous avions des codes, et les vieux, ils nous éduquaient. Ils nous disaient ce qu'il fallait faire et ne pas faire. Et on faisait les voyous, et il y avait cette espèce de graduation, vous voyez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont 16 ans, et ils tuent des gens. Mais nous, à 16 ans, on était là, on était en train de calculer comment on pouvait voler 3 blue jeans, ou comme on pouvait aller dans les supermarchés, gagner quelque chose. Moi, je faisais les trains, moi, avec le Belge. Voilà, j'ai fait les trains. Vous voyez, on s'accrochait au wagon, on envoyait les colis sur la voie ferrée, et il y avait des poêles à frire, il y avait du cassoulet, il y avait n'importe quoi. Il y avait une graduation. C'est-à-dire qu'à 25 ans, on commençait à être connu, à parler avec d'autres gens, vous voyez. On était comme dans l'armée. De simples soldats montés, vous voyez, enfin, voilà. Et aujourd'hui, non. Aujourd'hui, il rentre dans le banditisme directement, mais il ne sait pas comment ça marche, le banditisme. Il n'a pas les codes, il n'a rien. C'est-à-dire qu'il veut devenir calife à la place du calife, alors il est là, il prend une Kalachnikov et il tire, et il dit, voilà, moi, c'est comme ça, quoi, voilà. Et aujourd'hui, celui qui tue, il est brave. Et nous, celui qui tuait, il fallait qu'il ait une bonne raison de tuer. Mais il n'y avait pas tous ces morts, il n'y avait pas tout, ma parole. Moi, j'ai vu des choses dans ma vie où, par exemple, il y avait des gens qui étaient en guerre. Quand ils sortaient à 6 h du matin, l'homme qui devait mourir, avec sa femme et ses enfants, pour l'accompagner à l'école ou aller ailleurs, ben, les gens, ils repartaient. Il repartait, il disait non, il est avec sa femme et ses enfants, donc on le fera plus tard. Aujourd'hui, tu as la femme et les enfants. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune, disons, j'allais me dire un mot qui va peut-être vous choquer, il n'y a plus aucune éthique, il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas de déontologie là, c'est des apaches. Quand on attaque la diligence, on tue tout le monde pour prendre un bracelet. Voilà, c'est des malades. Et c'est des malades, je vous le dis, moi. Ils sont malades. Nous, on n'était pas malades, nous. Nous, on cherchait l'argent. Et pour prendre l'argent, on employait des moyens qui étaient... Moi, par exemple, qui vous parle, j'ai 81 ans, j'ai pas de sang sur les mains. Pas de sang innocent, hein. Voilà. Voilà. La différence, c'est qu'il y a entre aujourd'hui... Mais moi, je vous dis... Pour un regard à Marseille, un regard, l'autre il va le tuer. Et il va dire je l'ai tué. Il va se vanter qu'il a tué. C'est bien d'avoir tué. Enfin. Marie-Arlette Carlotti. Ouais, merci de ce témoignage, mais je voulais vous dire, Milou, que c'est pas que les bobos aujourd'hui qui prennent de la coke et qui font des nuits blanches. Malheureusement, comme elle a baissé, les prix ont baissé, ouais. C'est aussi, ça irrigue, ça s'est démocratisé, même si le mot est mal adapté dans cette circonstance. Franchement, donc voilà, me dire,
c'est connaître d'abord ceux qui consomment et on réglera le problème. Non, c'est plus compliqué que ça, non, vous êtes d'accord? Parce que ceux qui consomment, quelquefois, c'est pas uniquement les richards qui viennent dans les quartiers nord de Marseille chercher leur coque. D'ailleurs, ils peuvent en trouver dans leur propre quartier, j'ai l'impression. Hein. Je sais pas si les points de deal... Voilà, merci. Donc, et puis j'ai une autre remarque à vous faire, je suis pas trop d'accord, les trafiquants, c'est pas un voyou. Bah, c'est des gros voyous, les trafiquants, quand même, ils sont beaucoup plus voyous que vous. D'abord, ils ont plus de moyens. Voilà. Donc ça, je suis pas d'accord non plus. Je voulais juste vous poser une question. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le casser, ce trafic, voilà, et pour faire en sorte que cette jeunesse dont on parle soit en meilleure santé. Alors, on a parlé de ce qui pouvait balancer, excusez-moi le terme, hein, et comment essayer de les protéger tout en ayant de l'information. Et il y a une deuxième voie, une deuxième piste qui est l'infiltration. Vous avez parlé tout à l'heure, quand vous avez parlé de la police, au début, vous avez commencé à parler de l'infiltration, mais vous n'êtes pas allé plus loin. Tout à l'heure, je posais la même question, parce que j'avais l'impression que l'infiltration, c'était dans les films, que ça n'existait pas. Est-ce que ça existe? Est-ce que vous avez croisé des flics qui ont réussi leur infiltration? Non, si vous les aviez repérés, c'est qu'ils n'ont pas réussi d'ailleurs. Mais vous voyez, je ne sais pas si c'est un moyen de travailler contre ces réseaux de l'intérieur. Je ne sais pas si ça existe, ce truc. Oui, ça existe, ça a toujours existé. Les plus forts, c'est les Américains. Pour l'infiltration, les plus forts, c'est les Américains et les Italiens. Les Italiens. Moi, je vais vous donner mon expérience. Quand je me suis mal exprimé, hein, quand j'ai dit que les trafiquants, c'était pas des voyous. J'ai dit, c'est pas dans les voyous, il y a des catégories. Il y a des catégories. Ils vont plus dans le côté commercial que dans le côté j'attaque les banques, je fais des enlèvements, des kidnappings. J'ai tout connu, donc je peux faire la différence. Voilà. J'étais en Italie, j'ai connu des kidnappeurs, j'ai connu voilà. Donc je peux faire la différence de personnalité des gens. Bon, je me suis mal exprimé. C'est des voyous, mais pas au même titre que certains autres qui sont un peu plus violents, enfin, voilà. Un trafiquant, il sera beaucoup plus adroit, beaucoup plus intelligent. Voilà. Maintenant, pour l'infiltration. Moi, je vous dis, j'ai vu, pas on m'a dit, j'ai vu des flics rentrer en prison, être en cellule avec des trafiquants. Ça s'est su après. J'ai même vu un type qu'ils ont fait des feuilletons, là, les Américains à la télévision, là, Serpico. C'est pas moi qui l'ai vu, mais dans ma famille, on a su ça. Ce type, il était allé en Suisse, et c'est un Italien, hein, italo-américain. Et là, il a acheté de la marchandise, en tout bien, tout honneur, et il a fait tourner, il a fait fondre dans les labos, et il a été voir le plus gros trafiquant de France, dont je tairai le nom, par prudence, et il lui a dit voilà, et ce type a été présenté par des gens dignes de foi. Et c'était la belle infiltration, elle était belle, voilà. Et l'autre, il lui a dit, bon, j'ai le départ aux États, t'inquiète pas, on va faire ça. Combien il y a 200 kilos, 300 kilos, je sais pas. Au dernier moment, les Corses, qu'ils étaient fâchés entre eux, ils ne se parlaient pas, parce qu'il faut savoir que les vieux trafiquants, ils sont tous fâchés entre eux. Les guérines, ils sont fâchés avec les autres, ceux qui ont les cercles, tout ça et tout. Bon, et ils étaient fâchés. Mais eux, les guérines, ils ont dit, par mentalité, par correction, par code banditesque, ils ont dit, attention, ce type, c'est un infiltré. Et l'autre, au dernier moment, il est arrivé au Fouquet, et il a dit, voyez, ça y est, j'ai la marchandise. L'autre, il a dit, mais de quoi vous parlez, monsieur? Alors, il a dit, mais de la marchandise, on est d'accord, on va faire ci, on va faire là. Donc il a dit, mais moi, monsieur, vous ne parlez que de ça. Mais moi, je suis contre ça. D'ailleurs, je souhaite la peine de mort pour les trafiquants de drogue. Moi, je voulais parler d'or. Je ne voulais pas parler de drogue, moi, monsieur. Et tout. Bon, enfin, il a tout. Foutez-moi le camp de là.
au Fouquet. Le mec, il a dit, ça va, j'ai compris, toi tu as compris, moi j'ai compris. Il avait été averti par les Guérini, hein, je vous le dis dessus. Bon. Alors, ça c'était une belle infiltration. Et si Antoine Guérini, il n'avertit pas le monsieur avec qui il était fâché, la marchandise elle part aux États. Elle arrive aux États. Et là, il faut un coup de filet de toute beauté, les flics, les Américains. Les Américains, comme ils ont mis cette musique en place, ils ont été au scandale. Ils ont dit c'est pas bien que le type, parce qu'il faut savoir qu'en matière de drogue, l'intention vaut le délit. Si nous maintenant on décide de faire rentrer 2 tonnes de cocaïne, mais qu'on échoue, on va tous aller en prison, à même titre que si cette marchandise était rentrée. Donc, les Américains, ils ont été au pétard. Ouais, c'est pas bien, la France, c'est des vendus, la politique, le REPR de l'époque, voilà. Bon, je ne vais insulter personne là. Hein. On parle de l'époque. Hein. Voilà. Ça n'existe plus. Voilà, c'est bien. Ouais. Alors, non, ils étaient socialistes. Bon, hein? Bon. Passons sur ces détails. Alors, c'est vrai, de toute façon, il y a prescription. Alors, voilà. Donc, alors, ça c'est rigolo, là, ce que je vais vous dire. Parce que les Américains vont au pétard. Ils se disent, il faut le mettre en prison, ce mec, parce qu'il a eu quand même l'intention de la faire rentrer, ce marchandise. S'il n'avait pas été prévenu, la marchandise serait partie, serait arrivée aux États. Et donc, ça leur fait rater un coup aux Américains. Donc, les Américains, haut et fort, je crois qu'il y avait Nixon à l'époque, il dit, c'est pas normal. Les Français, le REPR, que le mec, il était compagnon de la Libération, le gros trafiquant. Les Français, ils disent, mais nous, on ne le met pas en prison. Pour nous, il n'a rien fait. Le Monde, le journal Le Monde, il détaille ce que je viens de vous dire là. Il dit tout. Voilà. Il dit comment ça s'est passé, pourquoi, sauf que c'est Guérini qui prévient, voilà, mais que ça s'est passé de telle et telle manière. La personne qui dit qu'il ne va pas faire parce qu'il a été prévenu, le plus gros trafiquant de France, celui du Fouquet, il porte plainte contre Le Monde pour diffamation. Le Monde, le type là, il a été débouté. C'est-à-dire que Le Monde avait bien marqué quelque chose de vrai. On est d'accord ? C'est vérifiable ce que je vous dis. Hein. Donc, si Le Monde, il n'a pas été condamné, c'est que c'est vrai. On est d'accord ? Donc, si c'est vrai, c'est qu'il y a eu complicité au sein de la politique française. On est d'accord ? Alors, les Américains, excusez-moi le geste, il avait là. Et des choses comme ça, il y en a eu. Le REPR, rappelez-vous du REPR. Excusez-moi, hein, c'est pas ma faute. Moi, j'ai 81 ans et j'avais 30 ans à l'époque. Hein. Puisque vous parlez de sujets entre puissance publique et trafic, un des phénomènes qu'on essaye de qualifier, dont on essaie de qualifier l'importance aujourd'hui, c'est celui de la corruption, dont on nous dit qu'elle est plus importante qu'à une époque. On a parlé de la corruption portuaire, mais il semble qu'il y ait une corruption de basse intensité, comme on l'appelle aujourd'hui. Est-ce que c'est un sujet qui vous paraît nouveau ? Parce que le terme ripou, il n'est pas apparu en 2024. Donc il devait y avoir quand même des gens qui touchaient un peu des enveloppes sous les tables. Quel est votre avis sur ce sujet de la corruption ? Est-ce que c'est un phénomène auquel vous avez été confronté ? Oui, moi je veux vous dire tout net, hein, sans la corruption, il n'y a pas de trafic. Le trafic est basé sur la corruption. La corruption,
c'est quelque chose de, j'allais dire, naturel. Si ce n'est pas vous qui allez vers le corrompu, c'est le corrompu qui vient vers vous. C'est-à-dire que vous brillez de mille feux. Vous êtes Marseillais, vous êtes Corse, vous êtes Italien, vous êtes Marseillais, vous avez une belle voiture, vous payez à boire ou à manger à tout le monde. Le cantonnier qui gagne 1300 €, vous passez, vous dites alors, tu as encore perdu au jeu, toi? Tiens, prends-toi 1000 €. Voilà, comme ça ta femme ne saura pas que tu joues. Vous voyez? Tout ça, ça crée un climat corrupteur. Corruptible ou corrupteur, je ne sais pas. Bon. Et donc, le type, il va venir vers vous. Il va dire, oh, si tu as besoin de moi, je suis là. Quand un mec est en cavale, qu'il est recherché par la police, vous croyez qu'il va se cacher chez un voyou? Où c'est qu'il va se cacher? Au plus le mec il est clean, au plus il va se cacher. Tout est comme ça. Un docteur, un médecin, quand un type il prend une rafale de mitraillette ou dans la cuisse, ou moi ça m'est arrivé, un ami à moi il a tiré sur sa femme sans faire exprès, mais voilà, mais on a été voir un docteur. Normalement il doit prévenir la police, ce docteur. Eh bien il n'a pas prévenu la police, il a soigné la dame. Et le mari et la femme ils sont heureux encore aujourd'hui. Enfin, il y a quelques temps ils étaient heureux. Voilà. Donc toute la corruption, elle est à tous les niveaux. À tous les niveaux. Elle est au niveau de l'administration pénitentiaire. Ça, c'est pas nouveau, hein, vous le savez. Hein. Il y a plus de drogue en prison que dehors. Hein. Bon. Elle est au niveau de... Quand vous faites rentrer quelque chose en France, si vous n'avez pas un douanier, si vous n'avez pas un flic pour vous protéger, on vous connaît, tout le monde vous connaît. À un moment à Marseille, je rentre sur le port, on me connaît, il dit qu'est-ce qu'il fait là lui? Donc j'envoie quelqu'un d'autre à ma place pour aller chercher ce que je dois prendre. Hein, vous voyez? La corruption, le trafic, il a besoin de la corruption. Mais la corruption, elle est à tous les niveaux. Tout le monde, enfin, tout le monde, non. Il n'y a qu'à se baisser pour ramasser les corrompus, vous voyez. C'est comme ça, voilà. C'est comme ça. D'ailleurs, moi, en 83, j'étais en prison. Et j'étais passé, là, j'avais pris les 15 ans, là, avec la Sicilian Connection, là, le juge Michel. Et donc, d'un coup, je me fais rentrer 35 ou 40 personnes en prison. C'était tous des gens de la mairie de Marseille. Vous vous rappelez? En 83, vous n'étiez pas né. Bon, vous étiez petite alors. Ouais. Alors, c'est vrai, il y avait Unique Aventure, il y avait... Voilà. C'était Gaston qui avait pété un câble. Il avait pété un câble, il avait mis tout le monde en prison, lui. Mais c'était tous des corrompus. C'était tous des corrompus. Patron de clinique, architecte, patron des taxis à Marseille, voilà. Andrieux, voilà. Voilà. Tous des corrompus. Marseille, c'est Naples, et Naples, c'est Marseille. Ils sont en binôme tous les deux. On fait le concours, nous, avec les Napolitains. Vous pouvez nous dire un mot sur les dockers? Les dockers? Il n'y en a plus de dockers. La CGT, elle a ruiné le port de Marseille. Nous étions 11 500. Vous étiez docker? Oui, mais j'ai jamais travaillé. Hein. J'étais docker juste le tampon, quoi. Le tampon pour... Voilà. J'ai fait le tampon. J'ai jamais été... Voilà. Juste pour faire quelque chose, quoi. Pour avoir une fiche de paye. Voilà. Ouais, mais moi, quand je sors de prison en 87, ça vous intéresse?
Voilà, il y a les Italiens là, de la mouvance Zampa, là, tous ces saletés, là, c'est des Napolitains. Et ils me viennent, ils me disent « Milou, tu veux faire le docker ?» J'ai dit non, je ne veux pas travailler, je ne veux pas aller travailler, j'ai jamais travaillé de ma vie, je ne veux pas travailler. Donc ils me disent mais tu ne vas pas travailler, on te fait la carte rouge, hein, docker, même chef d'équipe j'étais. Et tu vas tous les jours, tu mets le tampon et c'est bon. Et donc j'ai dit oui. Il me dit mais il faut donner 20 millions d'anciens francs, en 87, c'était des francs. Alors je me suis disputé, j'ai dit comment tu peux me dire une chose pareille? Moi, je vais te donner 20 millions pour aller travailler. C'est ça que tu me demandes? Tu veux que moi, je te donne 20 millions pour aller travailler? C'est ça que tu me demandes, voilà. On va se disputer. Et non, on te donne ça le caractère, tout ça. Il me dit, bon, allez, on te fait la carte et tu donnes rien. Ah, j'ai dit, ah ouais. Donc j'ai eu la carte de docker et j'ai jamais travaillé. J'allais au centre d'embauche, voilà, c'était bien. J'ai même une affaire où j'ai pris 2 ans de prison, où j'allais sur les quais voler, vous voyez, j'étais voler des conteneurs, vous voyez. J'en ai volé pas mal de conteneurs, vous voyez. Oui, vous faites le tampon et vous gagnez l'équivalent de 60 € par jour, vous voyez, mais sans travailler. Mais c'était pour avoir la fiche de paye plutôt. Et pour pouvoir rentrer dans les grilles, parce qu'il faut rentrer quand même sur les quais. Et pour voler, moi j'étais voleur, vous voyez, ça me plaisait le vol, vous voyez, c'est l'adrénaline, c'était surtout sur les quais, vous voyez. J'adorais ça. C'était les plus belles années de ma vie, ça. Vous voyez, c'était bien, quoi. Après, j'ai été arrêté, j'ai été balancé, j'ai pris 2 ans. Ça va. Parce que, bizarrement, c'est là que je réponds à votre question. Bizarrement, à Marseille, si vous volez sur les quais, ça, vous volez sur les quais, c'est pas grave. Vous volez en dehors des grilles, alors par exemple, vous volez une voiture sur les quais. Ah, c'est bon, il y en a 3000 de voitures, vous en prenez une, vous voyez, qui part en Turquie ou autre. Vous la volez en dehors des grilles, alors là, vous allez en prison. Vous voyez, les quais, c'est comme qui dirait, voilà, d'ailleurs le procureur qui m'a condamné, qui a fait le réquisitoire, qui ne m'a pas condamné, c'est le juge qui m'a condamné. Nous étions une trentaine. Hein. Voilà. Moi j'étais numéro 1, les autres ils ont pris 6 mois parce que j'ai fiché au grand banditisme, ils m'ont mis 2 ans, vous voyez. Voilà. Et à un moment donné, je disais, mais ce procureur, j'ai jamais vu un procureur comme ça, moi. Le procureur, en principe, il est méchant, il est violent, et le réquisitoire, surtout moi, voilà. Il disait non mais c'est normal, hein, c'est des voleurs, les dockers c'est des voleurs, un voleur c'est normal de voler quoi à Marseille. Vous voyez, on était dans cette mouvance, dans ce truc. Moi je disais, dans la salle des pas perdus, entre 2 audiences là, je lui ai dit, mais monsieur le procureur, vous avez bien, j'ai pas besoin d'avocat, hein, il y a vous là. C'était un mec... c'était un procureur, peut-être pour autre chose, il était, disons, le réquisitoire devait être costaud. Mais là, on était dans ce truc marseillais. Vous voyez, je ne veux pas trop caricaturer Marseille, hein, parce que là, vous êtes là, si vous n'étiez pas là, je me dirais du mal. Il ne faut peut-être pas en dire trop de bien non plus, parce qu'on va croire que c'est un encouragement à certaines pratiques. Rassurer le jeune public qui peut nous regarder sur les réseaux. C'est une expérience passée. Mais on parle du passé, là. Du coup, il y a 740 dockers aujourd'hui, à part Fos-sur-Mer, que là, c'est... Hein, mais là, je ne connais pas. Voilà. Je voulais vous poser une autre question sur le rapport entre la corruption et la criminalité forcée. C'est-à-dire qu'on nous dit beaucoup aujourd'hui qu'il y a une frontière étroite entre l'appât du gain, ce que vous décriviez très bien tout à l'heure, et puis quand même la menace. Est-ce que vous avez le sentiment que ça... Espagnol, j'en ai eu. Mais tout le monde me laisse tranquille. Pourquoi ? Ça n'existe pas ce que vous dites. Ça n'existe pas. Ça, c'est des films. Parce que vous voyez, vous êtes un voyou, vous dites à un mec,
Attention, hein, tu es obligé, je te mets la marchandise sur le ventre et tu traverses l'Atlantique, tu descends à Montréal, au Québec, n'importe où, et tu la donnes à un tel. Mais le mec, il tremble, il a peur, et vous êtes en danger. Vous vous mettez en danger en donnant ça à un type par la force. Il faut que ça se fasse en tout bien, tout honneur, tranquille. Il faut que le mec, il accepte, il faut le rassurer. Voilà, la violence, ça n'a jamais... Forcer quelqu'un, ça n'existe pas. Parce que même sur un braquage, vous êtes 4, vous dites, oh, toi, il faut que tu viennes parce qu'il n'y a que toi qui connais pour entrer dans la banque. Le mec, il dit, mais moi, je ne suis pas un braqueur, moi, j'ai peur, tout ça et tout. Eh bien, il ne faut pas le mener. C'est interdit de prendre un type qui a peur. Pourquoi c'est interdit? Pas parce qu'on considère que ce mec, on s'en fout de lui. Mais vous vous mettez en danger. Parce que s'il arrive une catastrophe, il vous balance. C'est un peu heureux. Non, moi je ne suis pas d'accord là-dessus. Mais il y a un cas de figure où effectivement la personne, elle a pu dire bah, là, je suis corrompue, je me gagne un peu de pognon, puis un jour elle a une vie familiale et elle veut se retirer de ça. Et c'est là que peut-être la menace intervient. Vous voyez ce que je veux dire? Ben ça, elle intervient au moment où il en a ras-le-bol de ce système. Ben ça, moi je ne connais pas ça. Je ne l'ai jamais vu. Moi le type qui veut arrêter, il arrête. Ça, chaque fois on me pose la question. Chaque fois, on me pose cette question et chaque fois, je dis, mais où vous avez pris ça? À part dans les films, je ne vois pas où vous pouvez le prendre. Vous voyez, ça n'existe pas. Un mec qui se sent pas, c'est-à-dire il a peur, ou alors il a de bonnes raisons d'arrêter, on ne va pas le recruter parce que vous en avez 1000. Pourquoi vous allez prendre un type qui a peur alors que vous en avez 1000 qui n'ont pas peur et que vous pouvez recruter? Bon, il a peur. On se le dit entre nous. Oh là là, il a peur, lui. On ne le prend pas. Hein, parce qu'on se met en danger. Se mettre en danger, c'est forcer quelqu'un qui a peur. D'ailleurs, moi je l'ai vu, ça. Le mec qui a peur au dernier moment, le soir. Le lendemain, il y a le braquage. Le soir, il y a la réunion. Le mec, il dit, je me sens pas. Eh bien, tu te sens pas, tu viens pas, mon ami. Allez, casse-toi, vas-y. Il n'y a pas ta part. Voilà. Non, ça c'est... Je vous le dis, franchement. Ouais, peut-être qu'il y a eu des déclarations à la police où le mec, il a dû dire... ça existe. Il y a des comédiens chez les voyous. Il a dû dire, mais moi, ils m'ont fait peur, monsieur. Voilà, j'ai fait ça, mais j'étais raqueté. Mais sinon, ça a pu se passer. Mais c'est un comédien, le mec. C'est pas vrai. On ne veut pas, on ne fait pas. Voilà, basta. Monsieur le rapporteur, chers collègues, est-ce qu'il vous reste des questions? Merci. Voilà. Merci beaucoup pour votre franchise. Voilà. Moi, j'ai une chose à vous dire. Si toutefois vous avez le temps. Hein. Pour ce qui est de l'avenir, j'entends parler dans les chaînes de télévision, les syndicats policiers, plus de police, toujours plus de police. Je vous le dis tout net, ça sert à rien. Vous pouvez mettre 1 milliard de policiers. Quand les policiers sur une arrestation, ils sont 4, qu'ils soient 4 ou 8 ou 9, le type, s'ils veulent l'arrêter, il l'arrête. Bon. Il n'y a qu'une catégorie de gens qu'il faut embaucher. C'est la douane. Les douaniers. Les douaniers sont plus intelligents que les policiers. Les douaniers, ce sont des gens qui sont patients et ils sont instruits. Avant, quand nous montions une société au Brésil pour acheter du froid, des langoustes ou du poulpe, et qu'on faisait rentrer la cocaïne dans ce froid-là, c'était facile. La société, elle était, disons, c'était vite fait. Aujourd'hui, les douaniers, ils regardent telle société qui est montée, qui est-ce qui l'a montée, depuis combien de temps elle a été montée. Je vous dis, il y a ça, la douane,
et la coordination entre les douaniers en Europe. La coordination entre les douaniers en Europe, c'est-à-dire qu'il faut que les douaniers français, les douaniers belges, les douaniers néerlandais, les Hollandais, là, les douaniers espagnols, et surtout les douaniers italiens, parce que eux, c'est des rois, c'est les plus forts. Il faut savoir que l'Italie, c'est le seul pays qui arrive à éradiquer la mafia. Vous n'avez plus de Palerme, de Palermitains, je connais, fini. Naples, fini. Les séquestres, là, les enlèvements, fini. Les brigades rouges, fini. Prima linéaire, fini. C'est les Italiens les plus forts. Et s'il n'y a pas la coordination en Europe, attendez-vous à des lendemains difficiles, je vous le dis, moi. Parce que en France, il y a des en Europe, il y a des narco-États. La Belgique, c'est un narco-État. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'en Hollande et en Belgique, vous avez les Marocains. Les Marocains, il y a le danger, je vous le dis. Ils font rentrer des tonnes et des tonnes, et on ne peut rien faire, parce que le roi, il les protège. Le Rif, vous voyez? C'est grand comme 2 départements. On arrive à bombarder, je ne sais pas qui, pour éradiquer, mais le Rif, on n'arrive pas. Voilà, le Rif, c'est fini. Voilà. Donc, il faut, au niveau européen, moi je vois comme ça. C'est quoi, selon vous, un narco-État? Pour moi, un narco-État, c'est un État qui a perdu c'est-à-dire que sa constitution, ses lois, le nom plus court, c'est fini. Tout est gangréné. Tout est, disons, corrompu, gangréné. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus appliquer vos lois à votre constitution. Vous êtes dans un État où, par exemple, je vous prends un exemple un peu rigolo, un peu fada. Vous allez à l'Algérie. L'Algérie, vous avez un trafic de voitures qui se fait. On vole les voitures, les Mercedes, les Porsche, enfin tout ça, là, les belles voitures, quoi. Et sur le port de Marseille, on les envoie en Algérie. Bon, en Algérie, le FLN, là, les généraux, les colonels, tout ça, tout le monde est complice. Là. Tout le monde roule avec des voitures volées en France, bon, ou ailleurs. Et un jour, il y a un mec, on y avait volé sa voiture, une Mercedes c'était. Donc il descend à Alger, il reconnaît sa voiture. Et il va à la police, il dit, oh, ça c'est la voiture qu'on m'a volée en France. Elle a été, voilà. Vous croyez qu'ils ont mis le voleur en prison? Ils ont mis le mec qui a dit qu'on y a volé la voiture. Ils ont mis 3-4 jours, ils ont dit, vous êtes un menteur, ici on n'a pas de voleurs. Hop, ils ont mis 3-4 jours en garde à vue, et puis ils ont dit, maintenant partez, on vous expulse, vous ne revenez plus en Algérie. C'est ça un narco-État. C'est un État où la police, la justice, vous payez, et ou vous payez ou vous ne payez pas. Beaucoup d'Amérique du Sud, à l'époque. Amérique centrale. Ça, c'est l'avenir, ça. Vous allez voir. Voilà. Enfin. Merci beaucoup pour le temps que vous avez consacré. Bon retour à Marseille. Ben, merci. Voilà. Merci. J'espère que je ne vous ai pas saoulé. Il faut me pardonner parce que moi, je parle... des fois, je dérobe un peu, vous voyez. Mais je ne suis pas... Très bien, merci. J'ai pas votre élocution, hein, excusez-moi.